Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Comme la plupart des investisseurs en bourse en termes d'ETF, j'avais commencé par un ETF Monde. Et j'ai pensé avoir choisi le meilleur, ce qui est plutôt encore d'actualité, j'aime encore bien mon ancien ETF Monde, mais j'aimerais en acheter un deuxième. C'était d'ailleurs l'un des premiers épisodes de cette série de vidéos où je documente mon portefeuille en live en partant de zéro. Je t'afficherai un lien vers la playlist en fin de vidéo. Bref, mon ETF Monde, il est chez iShares et il est très bien, mais j'en ai déniché un deuxième qui a retenu toute mon attention. Enfin, c'est pas tout à fait la vérité puisque j'ai pas déniché grand chose, c'est vous qui m'avez conseillé cet ETF en commentaire. Du coup, on va l'analyser ensemble et je vais probablement l'acheter en fin de vidéo. Parce que qui a dit qu'il fallait posséder un seul ETF Monde ou un seul ETF de chaque? Personne. Bon, on est d'accord que ça peut un peu complexifier un portefeuille pour pas grand chose. Quoique c'est vite dit parce que si je veux par exemple 5000 € d'ETF Monde, je peux prendre 2000 € de l'un et 3000 € de l'autre. Je sais encore faire une addition. Et tu verras tout à l'heure lors d'une petite simulation que l'impact des frais de ce nouvel ETF a une vraie utilité sur le long terme. De plus, avoir un deuxième ETF Monde peut m'apporter une diversification supplémentaire au niveau des émetteurs. Bon, je ne crains pas vraiment une faillite de l'émetteur BlackRock de mon premier ETF. Pourtant, il arrive qu'un émetteur réalise une vague de mise à jour sur ses ETF. Généralement, c'est des fusions et des modifications dans les ETF et c'est souvent au pire moment d'un point de vue timing de marché. Puisque quand l'émetteur modifie les ETF, il doit publier de nouveaux documents et si tu n'as pas ces documents, tu peux parfois pas acheter l'ETF et donc l'ETF est inaccessible pendant un certain temps et je l'ai dit, c'est souvent au pire moment. C'est pas vraiment quelque chose qui me met de bonne humeur, il y a aussi d'autres arguments qu'on va explorer dans cette vidéo. Et surtout, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas posséder deux ETF Monde. Bref, avant d'aller ensemble sur la bourse, je rappelle qu'il n'y a aucun conseil en investissement. C'est mon portefeuille qui correspond à mes objectifs et à mon profil d'investisseur. On se retrouve sur mon portefeuille. Tu peux voir que j'ai plein d'ETF, c'est une véritable collection. Après moi, c'est quelque chose que j'adore, d'investir dans plein de choses différentes. Chacun, encore une fois, a son portefeuille et sa stratégie. Ici, on va parler ETF Monde. C'est-à-dire les 1500 plus grosses entreprises au monde, les plus grosses capitalisations et donc une diversification incroyable via un seul achat d'ETF. Celui que j'avais avant, c'est celui-ci, l'ETF iShares MSCI World à bientôt 100 € la part. On voit qu'il a eu une petite diminution ici aujourd'hui, mais bon, rien d'alarmant. Cet ETF, sur 10 ans, il a fait 200% de performance. C'est un chiffre qu'on va garder en tête et il a 0,20 de frais. 0,20, c'est pas beaucoup, mais tu vas voir qu'on peut encore faire mieux. Cet ETF, il a plus de 60 000 millions d'encours sous gestion. Il est juste énorme et c'est quelque chose qui m'avait un petit peu attiré à la base. Alors que finalement, ce n'est pas le critère le plus important. Puisque le deuxième ETF que je veux te présenter, c'est celui-ci. Le SPDR MSCI World UCITS ETF ACC, donc il est aussi accumulatif comme celui d'avant. On va l'analyser ensemble. Tu peux déjà voir qu'il est qu'à 30 € la part, donc 3 fois moins cher, ce qui permet pour les mois où j'ai moins envie d'investir, d'acheter des parts moins chères. Sur mon courtier, je dois acheter des parts en entier, d'accord? Je ne peux pas faire des fractionnements d'ETF. Ça peut être intéressant d'acheter quelque part via ce type de placement. Deuxièmement, tu peux voir que sur 10 ans, on a presque 100% de performance, sauf que l'ETF est plus récent, d'accord? Il date ici de 2019, donc il est moins ancien que l'ETF que je t'ai montré d'iShares. C'est pour ça qu'il est un peu moins connu et moins capitalisé. Si je descends, tu peux voir ici qu'il a une fiche d'identité avec 0,12 de frais TER ici à droite, 0,12, donc on gagne 0,08. Tu vas voir que ça a un impact. Ensuite, on est à 4 étoiles sur 5 de notation, c'est correct. On est en physique capitalisant, Amérique du Nord et on est chez State Street Global Advisors qui est un peu moins connu que iShares de BlackRock évidemment. BlackRock, gros émetteur d'ETF, mais celui-ci est un des pionniers, un des gros émetteurs mondiaux d'ETF, donc il n'est pas à négliger. J'ai l'impression qu'on en parle moins souvent de cet émetteur sur YouTube et pourtant il existe et il propose de belles choses. Au lieu des 60 000 millions d'encours sous gestion du iShares, ici on n'a que 6 000 millions. 6 000 millions, ça reste énorme puisqu'on considère généralement qu'un ETF est fiable à partir de 100 millions d'encours sous gestion et donc ici 6 000 millions, franchement je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire, cet ETF il ne va pas disparaître demain. Et en termes de répartition d'actifs, rien d'incroyable. On a 30% de cyclique, 48% de légèrement cyclique, 20% de défensif, des secteurs un peu dans tous les sens, d'accord, un peu plus de technologie puisque les plus grosses entreprises au monde sont dans ce domaine-là, on va le voir juste après.
mais ça reste un ETF monde classique, d'accord, qui est en échantillonnage. Il n'achète pas les 1500 entreprises, il achète juste les principales représentatives de l'indice. Si je descends, tu vois ici qu'on a du Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, ça c'est Google, bref, des entreprises très importantes et une grosse diversification. Ces 10 entreprises représentent 22% de l'indice, tu peux le voir ici, 22% de l'ETF. Si je vais voir dans les documents, parce que ça c'est toujours très important d'aller vérifier les frais, on nous affiche un 0,12 mais est-il réaliste? Si je descends, tout ça tu peux lire à la maison, hein. On a un risque 4 sur une échelle de 1 à 7, donc 4 c'est un risque très moyen, d'accord. 1, 2 et 3 c'est vraiment pour des placements très peu risqués, j'en ai même pas en portefeuille, donc 4 on est dans la moyenne. Ensuite, au niveau des performances, on est entre, si on investit 10 000 $, d'accord, sur 5 ans, on peut espérer 1 000 $ dans un scénario défavorable. 10 000 dans un scénario défavorable, donc on ne perdrait pas d'argent. 15 000 dans un bon scénario et on doublerait notre investissement, 20 000 $ dans un scénario excellent où tout se passe bien économiquement. Si je descends, j'ai ici donc les 12 $ de frais, incidence des coûts, ok, 0 partout, il n'y a pas de petits frais annexes. Tu vois, il y a des coûts d'entrée, coûts de sortie, coûts de transaction. Ça peut venir s'ajouter et ce n'est pas forcément visible au premier abord quand on te présente l'ETF. Ici, pas de blague, on est à 0,12%. Est-ce que ça change quelque chose 0,12 et 0,20? Je vais te montrer ça tout de suite. On se retrouve sur un calculateur d'intérêt composé et on va faire un placement de, disons, 500 € par mois. Je vais y arriver, 500 €. Et on va les placer donc une fois par mois à un taux de 8%. Ensuite, donc ce n'est pas décollant je trouve, on est sur un taux correct, on calcule les intérêts une fois par année et sur 30 ans on obtient 704 000 €. Chiffre important, 704 000 €. Ok, si j'investis sur mon autre ETF, donc ça c'est le nouveau, qui a 0,08 de moins, donc on serait à 7,92, n'est-ce pas? Donc ça c'est mon rendement puisque on me grignote une partie, on grignote une partie de mon rendement annuel via les frais de 0,08. Eh bien on était à 704 000 $ et on passe à 693 000, donc on a perdu plus de 10 000 $ de frais. 10 000 $ quand même sur 30 ans évidemment, mais 10 000 $ de frais c'est assez énorme. Et comme c'est un ETF ici que je vais garder pendant très longtemps, 20 à 30 ans, eh bien les 10 000 $ je les prends, je trouve que ça vaut quelque chose, c'est pas à négliger et donc pour ça que ça me motive aussi à prendre un deuxième ETF, mais aussi pour les raisons dont je t'ai parlé tout à l'heure. Bref, cet ETF, je vais prendre position, je vais l'acheter, d'accord, et je vais ouvrir une position à peu près 1000 €, un truc comme ça. On va donc en acheter, si j'en prends 10, 20, 30, je vais en prendre 35, d'accord, en ordre au marché. Ça fait combien ça? Ça fait 1200 €. C'est un peu cher, mais bon, c'est le budget que j'avais prévu. J'ai économisé évidemment, hein, ça ne vient pas de mon salaire, soyons d'accord. On va cliquer sur suivant. Je vois que j'ai 7,50 € de frais de courtage, 1,44 € d'impôt de bourse, donc ça fait un total de 9 €. 9 € de frais, mon courtier est un petit peu cher, mais c'est 9 € sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans. Ils sont dérisoires évidemment, n'est-ce pas? Je vais cliquer sur confirmer et on va valider cet ordre hors caméra. Bref, voilà qui est fait. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Est-ce que ça a du sens de prendre deux ETF monde? En tout cas, personnellement, ça ne me dérange pas vraiment. En plus, si je veux clôturer une position, eh bien, il me restera toujours la deuxième en portefeuille. Je ne vais pas forcément faire du 50-50. Je vais voir ça plus tard, comment est-ce que je pondère toute cette affaire. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo, elle t'a plu. Je te présente ici la playlist avec tous les autres épisodes de l'évolution de ce portefeuille qui est parti de zéro sur YouTube. Je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.